Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le saviez-vous? Oh! Bonjour, bienvenue dans l'émission Les Ludologues. Nous sommes ensemble pour 2 fois 1 heure, c'est ce qu'on ambitionne. Oui, bonjour à tous, bonjour Julien. On est aujourd'hui sur un format hors série, c'est le premier. Et donc vous avez vu dans le titre, ça s'appelle de jeux des cartes à Philibert, les boutiques de jeux de société. Et aujourd'hui, on est avec un invité de grande marque qui a accepté de nous recevoir chez lui, dans sa boutique. Il s'agit de Dominique Figuet, au Contrée du Jeu à Grenoble. Bonjour, bonjour. Merci de nous accueillir. Est-ce que tu veux un petit peu te présenter rapidement pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas? Alors à Grenoble, je pense que tout le monde te connaît. C'est possible, enfin tout le monde en tout cas dans le milieu du jeu, je pense. Ouais. Je travaille depuis les années 93 dans le milieu du jeu de société. J'ai ma boutique depuis 96. Donc ça fera bientôt 30 ans que j'ai ma boutique. Est-ce qu'il y a un événement spécial qui sera prévu, tiens? Alors oui et non, on va s'offrir un lifting puisque en fait il y a des travaux assez conséquents qui sont prévus. Ça sera un gros ticket, on va être un petit peu bouleversé ce début d'année. Il y a 6 mois de travaux, il faut que je trouve un magasin éphémère en attendant. Voilà, c'est du lourd, on va faire plus que doubler notre surface de vente, on descend la salle de jeu au rez-de-chaussée, etc. Enfin, de quoi s'occuper, on va dire. Donc l'adresse définitive va rester la même. Tout on à peut fait. Peut-être la donner. Ouais, alors le magasin est 6 rue Belle-Stendhal à Grenoble, c'est à côté de la place de la préfecture en gros. Voilà, donc vous soyez de Grenoble ou de passage à Grenoble, vraiment c'est un lieu touristique majeur pour quelqu'un qui aime les jeux de société de venir au Contrée du Jeu. Ah ouais, c'est obligatoire quoi. C'est obligé, c'est obligé. Pour dire, effectivement, nous, on connaît cette boutique aussi parce qu'on y vient en tant que client depuis pas mal de temps. C'est notre dealer officiel. Voilà, exactement. Et donc, on va suivre un petit peu la trame habituelle de l'émission. Pour commencer, on parlera de l'histoire des... Enfin, qu'est-ce que c'est les boutiques, déjà? On va parler de ça avec toi, Julien, puis avec toi, Dominique. On va également ensuite se plonger sur l'histoire des boutiques de jeux de société en France. On parlera un tout petit peu de l'étranger aussi, mais on va quand même se centrer sur la France. Et puis ensuite, on abordera les autres parties habituelles sur les jeux de société, l'instant psychologique, l'atelier MacGyver, la bonne occasion, tout ça. Parfait. Et ben on démarre ça tout de suite. Qu'est-ce que c'est que cette matière? Lancez les dés pour déplacer votre pion. Ah, c'est-à-dire, ça veut dire imposer la force vers l'ovalium. C'est pas simple, mais j'ai compris. Une boutique de jeu, qu'est-ce que c'est en fait? C'est toi qui vas nous l'expliquer. Moi, ce que j'ai noté, c'est qu'il y a l'auteur, celui qui fait le jeu. Après, il y a l'éditeur, le distributeur, la boutique, le client. Ouais. Est-ce que tu peux nous décrire un peu chaque partie et puis plus précisément la tienne? Bon, l'auteur, on voit à peu près tout le monde ce que c'est. L'éditeur, c'est celui qui va fabriquer le jeu en fonction des idées de l'auteur. Souvent, quand un jeu arrive en version prototype, il est très souvent rethématisé par l'éditeur pour que le jeu soit, en guillemets, dans l'air du temps, etc. Après, le distributeur, c'est celui qui va envoyer le jeu aux boutiques. Il y a des éditeurs qui sont distributeurs. Oui, c'est ça, c'est un monde idyllique qu'on a tout cloisonné, mais voilà, mais il y a même des auteurs-éditeurs, il y a des auteurs... Ouais, c'est ça. Il n'y a pas d'auteurs-distributeurs. Auteur-distributeur, je suis sûr qu'en cherchant, on va peut-être en trouver. Le distributeur, c'est lui qui va donc envoyer la marchandise. La boutique va servir au client. On va dire c'est un circuit classique, on retrouve ce schéma dans plein d'autres métiers, on va dire. Est-ce que sur le prix final d'un jeu, comme ça à la louche, tu as une idée des proportions qui reviennent à chaque partie de la chaîne, dans l'idée où voilà, vraiment c'est 4 entités différentes, alors en gros, très schématiquement, nous on marge à 2, c'est-à-dire que ce que je vais acheter 10 € hors taxe, je vais le revendre 20 € TTC. Ma marge, elle va se situer là. Dans l'échelle des valeurs, très schématiquement, on peut dire qu'un jeu, je pense, qui est fabriqué à 5 € va être vendu aux boutiques 10 € qui vont le revendre 20 € à peu près. Hein. C'est peut-être un peu plus complexe que ça, mais c'est dans cet ordre d'idée-là. Il y a une différence entre les petits jeux et les gros jeux? Alors après il y a une différence on va dire de commercial, c'est-à-dire que sur les gros jeux on va essayer de marger un peu moins pour atteindre des prix un peu plus agressifs ou compétitifs par rapport à la VPC qui va latter des prix. Vente par correspondance. Vente par correspondance, ouais. Et alors, en écoutant ça, certains doivent se dire, oh là là, mais x2, c'est beaucoup. Alors déjà, juste, c'est du TTC, hein, faut enlever la TVA, donc 20%, en fait. Ouais, du c'est coup. ça. Alors après, ça dépend du secteur. Hein. Voilà, si vous achetez des fringues, la marge dans le secteur de la fringue, c'est plutôt entre 3 et 10. Ah oui. D'accord? Donc ce que j'achète 3 €, je leur vends 30 €, ça c'est du business. Ok? Voilà.
Non mais voilà, mais du coup je trouvais bien de le remettre en perspective, c'est super par rapport aux vêtements ou à d'autres choses parce que comme ça peut paraître beaucoup. Et puis il y a aussi, je pense, les boutiques portent le plus de charges de fonctionnement peut-être par rapport aux distributeurs ou aux éditeurs. Ouais, je sais pas qui porte le plus de charges. Le travail est chargé à peu près de partout, pareil en France, on va dire. Donc ouais, là de ce côté-là, je serais plus prudent. Parce que les loyers sont peut-être plus accessibles, pour un distributeur qui peut se mettre où il veut dans ses locaux, alors que là les boutiques t'es obligé d'être dans un lieu accessible. Ouais, mais si tu veux être distributeur, il faut que tu sois pas trop loin d'un nœud important ferroviaire ou routier. Donc voilà, si t'es perdu dans la pampa, c'est pas cher, mais si t'es connu, ils mettent 8 jours pour arriver, c'est moche. Non plus. Est-ce que c'est la boutique qui prend le plus de risques ou tout le monde prend des risques à peu près égaux sur toute la chaîne? On va dire tout le monde prend des risques. En moyenne, on va dire. Ça dépend un peu de la manière de fonctionner de l'éditeur. C'est-à-dire que moi, je suis éditeur. Si je crois au jeu, je vais l'imprimer sur mes fonds, souvent. Donc, si le jeu marche pas, j'ai pris un risque. Après, il y a des éditeurs qui prennent plus ou moins de risques. C'est-à-dire, le jeu, j'y crois à fond, mais je vais quand même être prudent, je vais en tirer que 1000. Bon, 1000 c'est petit. Oui. Voilà. Ouais, bien sûr. Après, voilà, ce qu'il faut bien comprendre maintenant dans le milieu du jeu, c'est que le marché a tellement muté que maintenant, beaucoup de jeux partent à l'étranger et grâce aux ventes et à la localisation des jeux dans différentes langues, on arrive à faire du volume. Ce qui n'était pas du tout le cas il y a 20 ans, par exemple. Donc maintenant, c'est un autre problème. On en parlera peut-être dans l'histoire. Tu traduisais les règles, toi? Ah non, mais moi j'ai... Tu vendais avec la règle traduite? On va y revenir dans l'histoire. Mais pour rester sur les boutiques, alors on a fait toute la chaîne. Par contre, là, toi, les Contrées du jeu, c'est une boutique dite spécialisée. Ouais. Donc en fait, c'est pas les seuls magasins à vendre des boutiques. Comment tu situes la boutique de jeux spécialisée? Oui, à vendre des jeux, pardon. Comment tu la situes, la boutique spécialisée? Alors, c'est une très bonne question parce que cette réponse, elle était facile il y a 20 ans. Elle l'est plus trop maintenant puisque en fait, on se retrouve spécialisé comme la Fnac qui va se mettre à vendre des jeux, comme plein d'autres acteurs qui font j'ai même des jardineries qui vendent du jeu. Ah oui. Voilà, donc on est spécialisé de quoi? Dans les musées, à chaque fois au booth, il y a des jeux maintenant sur le thème du musée. Il faut pas non plus noircir complètement le tableau. On est spécialisé dans la mesure où c'est que nous, on va vendre que du jeu de société. Et on va se dire spécialisé parce que en règle générale, il y a le conseil, on sait ce qu'on va vous vendre. De cette manière-là, j'estime que nous sommes spécialisés. On vendait, on va dire, il y a 20 ans, des jeux qui ne se trouvaient pas dans la grande distribution. Maintenant, certains jeux, on peut parler de Seven Wonders, maintenant se trouvent aussi en grande distribution. Ça, c'était inconcevable à l'ouverture de la boutique. Et si un jeu était même présent en grande distribution, surtout, on ne le voulait pas dans la boutique. Ouais, vous l'enleviez ou vous le preniez pas. Voilà. J'ai encore d'autres exemples. Moi, par exemple, du Scrap, j'en ai pas en magasin. Je le laisse à la grande distrib pour plein de raisons. Mais... Ah ouais, pourtant c'est un jeu qui se vend beaucoup. Ouais, mais en fait, le problème du Scrap, c'est que en fait, si je vais l'acheter à Carrefour, je le paye moins cher que si je le prends chez mon distributeur. Donc, d'où l'utilité d'une telle opération. C'est aberrant. Donc, tu vas le payer plus de 30 € au distributeur. Voilà. Si je le prends chez mon distributeur, il est plus cher que si je vais le chercher avec mon caddie. C'est une question d'échelle de volume. C'est-à-dire que c'est comme les supérettes. Moi, j'ai déjà eu l'exemple sur des supérettes de proximité qui se retrouvent à des fois, effectivement, à se fournir chez un grand supermarché, pas loin, parce que c'est moins cher qu'un propre fournisseur. Okay. Est-ce qu'il faut être passionné pour tenir une boutique de jeux? Pour tenir une boutique de jeux, on peut dire qu'on peut être passionné, mais ça ne suffit pas. Il faut savoir compter. Ouais, il faut être un peu comptable. Il faut, j'estime, moi, que c'est quand même mieux quand on comprend un bilan, etc. Enfin, bon, c'est ma formation aussi. Voilà. Mais être passionné, c'est à double tranchant, parce que, ce jeu-là, je l'aime trop, mais en fait, je vais en prendre 120 et je vais m'apercevoir que je suis le seul sur la ville à l'aimer, ce jeu, donc il va me rester 119 boîtes et ça va être moche. Ouais. Pourquoi c'est moche de garder des boîtes? Si tu vends pas tes boîtes... T'es pas en dépôt-vente en fait. Non. T'achètes les boîtes. T'achètes ferme. Voilà. Tu peux parfois, exceptionnellement, sur des conditions particulières, demander un retour produit. Ça se fait dans le milieu quand les gens sont en difficulté, etc. Ça se fait aussi quand je suis présent sur un festival de jeux. Combien je prends de jeux? Je vais en prendre 30 boîtes. À l'issue, j'en ai
j'en ai vendu 15, et du coup, je vais renvoyer ce que j'estime l'excédent. Voilà. Ouais, c'est plus des distributeurs qui font ça. J'ai entendu certains Voilà. distributeurs eux n'achètent pas vraiment les jeux et Tu as plusieurs formes chez les distributeurs. Tu as des distributeurs qui vont fonctionner en dépôt-vente, c'est-à-dire que le jeu il est vendu, je suis payé. Et puis tu as des distributeurs qui vont faire de l'achat ferme sur les jeux. Donc ils vont te dire, écoute, moi ton jeu il m'intéresse, je t'en achète 3000. Donc ça permet à l'éditeur de rentrer tout de suite du cash. Voilà. Et tu ne prends pas que les jeux qui te plaisent. Et c'est quoi les critères pour sélectionner un jeu ou pas? Parce que la boutique, là tu vas l'agrandir parce qu'en fait tu n'arrives pas à rentrer tous les jeux qui sortent. Et du coup tu es obligé de faire un choix. Et comment tu fais les choix? Alors déjà, je suis pas tout seul. Ouais. J'ai une très bonne équipe sur laquelle je me repose. On prend beaucoup de décisions collégiales, même si à la fin c'est moi, on dit, mais qui trancherait, c'est logique. Mais on va estimer le potentiel de vente des jeux qu'on va proposer. C'est pareil, toujours assez incroyable. Des fois, je vais prendre 1 ou 2 pièces d'un jeu en me disant, sur Grenoble, il va bien y avoir 1 ou 2 personnes qui vont se lâcher. Alors des fois, on sait qui c'est. Des fois, on fait des traquenards, mais je vous dévoile pas toutes les recettes parce que sinon, vous allez plus venir. Non, mais typiquement, des fois, tu vois arriver des trucs, tu dis, ah ouais, lui, à mon avis, ça devrait lui plaire. En fait, il y a une telle profusion actuellement que c'est plus un problème de place perdue qu'un réel problème, on va dire, financier, immobilisé. C'est un jeu qui tourne pas, il prend de la place et potentiellement, il y aurait d'autres choses à montrer. J'ai 47 mètres carrés de surface de vente, c'est vidu, quoi. La boutique spécialisée en France, elle est quand même un peu en première ligne dans le secteur. C'est-à-dire que normalement, c'est vous qui testez un peu la vente des nouveautés. Vous n'avez pas de recul pour savoir si ça s'est bien vendu ailleurs avant de les mettre en magasin. À l'inverse, les grandes distributions, c'était des enseignes qui, elles, vont peut-être attendre que ça ait marché pour les mettre dans leur catalogue. Alors, ce qui se passe, c'est que les enseignes sont très dépendantes de leurs acheteurs. C'est-à-dire qu'il y a des acheteurs qui vont aller voir les distributeurs ou les éditeurs et ces acheteurs-là vont faire le catalogue en amont. Nous, on doit composer avec les différents salons professionnels auxquels on a accès. On va composer avec ce qu'on a senti sur les explications brèves. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, on a fait le salon des jeux de Cannes là récemment en février 2025. Et lors de ce salon, en 3 jours, on m'a présenté à la louche 300 jeux. Ah oui, donc ça fait 100 jeux par jour, quoi. À peu près, ouais. Donc c'est des... Et t'as combien de temps, du coup, par jeu? C'est en secondes Non, c'est des pitchs, quoi. Ouais. Donc ce jeu-là, il fonctionne comme ceci, il va fonctionner comme cela, blabla. Et puis après, toi, il faut que tu te fasses une idée là-dessus. Si tu peux tenter d'approfondir des fois un petit peu à gauche et à droite, mais t'as une telle profusion de jeux que tu peux jamais trop rentrer dans le détail. Et j'ai joué sur le salon à 5 jeux, quoi. Ouais. Ah oui. C'est bientôt le fauteuil qui se tourne avec le buzzer, quoi, presque. Les gens ouais, non, mais ça devient dingo. Et puis, ce qui est très problématique aussi, c'est que tout le monde se copie. Si t'as le jeu de pli qui est à la mode, tout le monde va sortir des jeux de pli, ils se cannibalisent eux-mêmes. C'est une fois que t'en as un, t'en rachètes plus, quoi, c'est ça? Il y a une limite, quoi, je veux dire. La communauté des fans de jeux de pli, bon, non, voilà. C'est vrai que les roll and write, après voilà, les trucs à la Dixit, il y a une espèce de vague comme ça. Et j'ai l'impression qu'on en achète, puis au moins on est écœuré, mais pas tout de suite. Ouais, ça dure un petit moment, mais bon... Ils arrivent trop tard, souvent, il y a plein de jeux qui arrivent trop tard. Après des fois, il y en a qui arrivent après la bataille, ouais, c'est clair. Okay. Et là, la mode de ce moment, par exemple, c'est les ski Joe ou c'est passé ça? On est bien au jeu de pli, justement, jeu de pli, jeu de défausse, voilà. Ok, donc si on résume un petit peu, donc toi, tu as une boutique de jeux spécialisée qui s'appelle Les Contrées du Jeu à Grenoble depuis 30 ans. Ouais. Comment tu avais choisi ce nom, Les Contrées du Jeu? À l'époque, ça nous semblait vaste et ouvert, parce qu'on voulait pas s'enfermer dans le stéréotype du magasin rôliste, parce que le magasin tel qu'il est aujourd'hui n'a rien à voir avec le magasin qui a été ouvert en 96, mais alors rien à voir au niveau des rayons. Il y a des fenêtres. Alors, c'est vraiment plus dans l'équilibre des rayons. Quand on a ouvert le magasin, le rayon jeu de société, c'est à peu près 2 mètres linéaires. Ouais, ça on y reviendra sur l'histoire. Voilà. Je pense qu'il y a on va revenir sur la proportion qui a évolué. Les contrées, ça faisait quand même assez imaginaire. Il y a quand même du jeu de rôle. On est tous des rôlistes dans ceux qui avaient monté le magasin au départ, avec mon associé. C'est étonnant parce que même les auteurs de jeux,
la plupart sont rôlistes. Le jeu de rôle a marqué quand même beaucoup de monde. Hein. Ça reste un loisir extra, quoi. Ouais. T'aurais pu demander s'il faut être rôliste pour ouvrir une bouteille de jeu. Non, peut-être pas. Mais une boutique sans doute. Et à l'inverse, alors tout à l'heure, tu donnais aussi un exemple intéressant sur, tu dis, il faut pas être seulement passionné pour ouvrir une boutique. Est-ce que maintenant, avec l'évolution, tu as des exemples de gens qui se sont lancés dans une boutique de jeux, à l'inverse, sans du tout connaître les jeux, en se disant, bah, ça a l'air d'être un commerce qui marche, je me lance là-dedans. Celui qui a repris le damier, Courberia, quand le damier a changé de propriétaire, la personne qui arrivait par derrière ne connaissait pas les jeux de société, et pan. Eh oui. Et pan, c'est-à-dire ça. Et pan, il a fermé, quoi. Ouais. T'es obligé de connaître. Si tu connais pas et que tu te confrontes à des joueurs qui connaissent, ils te posent une question, tu sais pas y répondre. Oui, en fait, un rôle de conseil qui est très... Oui. C'est ça qu'on vient chercher, en fait. Oui. Dans la boutique spécialisée, telle que je la vois, oui. Ouais. Et puis on viendra après sur l'évolution. Je pense qu'il y a ce conseil qui est là depuis le début. Oui. Et puis peut-être un rôle de sélection un peu plus important maintenant, parce que tu peux pas tout avoir, quoi. Non, voilà. Est-ce que tu as été surpris du succès de certains jeux, ou à contrario, est-ce que tu arrives à prédire à peu près une marge faible d'erreur ce qui va marcher? Je me gamelle, hein. Oui, forcément, mais c'est 1 sur 100 ou c'est... Non, c'est moi, il y a des choses que j'ai pas vu venir. Skijo, par exemple, voilà, c'est moi quand Skijo, on le vendait, on se disait putain, mais c'est quoi ce jeu en gros? Et je l'ai amené à mon groupe de test. T'as des groupes de test, ça, tu sais. Ouais, j'ai des potes que je torture en les faisant jouer aux jeux de société. Penser à les détacher à la fin de l'émission. C'est ça. Et le groupe de test, on a fait 3 tours et ils m'ont dit tu remballes ton jeu, c'est pas pour nous, quoi. Ouais. Voilà. Okay. Mais ça, c'est pas un biais, parce que à force de jouer à des jeux, tu deviens expert. Alors nous, on fait, moi, je fais attention à ce biais-là, justement. Pas mes potes, mais c'est pas leur boulot. Hein. Oui, mais en même temps, les clients qui t'ont acheté des Skijo à l'appel, c'est des gens qui seraient pas rentrés dans une boutique de jeux spécialisée il y a une certaine époque non plus. Oui, tout à fait. Donc c'est à la fois plus dur, mais parce que tes clients évoluent aussi finalement. Oui, les clients évoluent aussi. Après, voilà, c'est clair. Je vais pas dénigrer non plus ce qu'ils jouent. Hein. Pour moi, il faut que les gens s'amusent autour d'une table. Si les gens s'amusent, c'est parfait. Simplement, ce qu'ils jouent, c'est clairement pas mon type de jeu. Si on n'aime pas un jeu, ça peut nous empêcher de prédire un peu des fois un succès. Ouais, alors après, la prédiction du succès, t'as quand même un peu de mou sous la pédale. Hein. C'est-à-dire que quand un jeu il commence à faire des volumes, oui, tout à fait, tu le vois venir sur les ventes. Toute la chaîne suit, donc tu as de la prod, tu peux tomber en rupture pendant 1 mois ou 2, enfin maintenant c'est un peu plus long, mais après le jeu revient, quoi. Ouais. Donc, est-ce que quand tu es vendeur dans une boutique, tu as un peu des long sellers, c'est-à-dire un peu des jeux que tu vas vendre longtemps, qui vont t'assurer un revenu de base, des trucs où tu sais que ça va te faire une base de revenus? Alors, c'est plus vraiment vrai, effectivement, maintenant. Parce qu'en fait, en règle générale, tous ces long sellers sont partis en grande distribution. Eh oui. Donc du coup, je fais Aventurier du Rail à Noël, c'était entre 60 et 90 pièces. Ok. Maintenant, c'est beaucoup, ça, oui, c'est énorme pour moi. Okay. Donc maintenant, un Aventurier du Rail à Noël, ça doit être 8-10 pièces. Ok. Ça, c'est plus une vente classique en fait. À Noël, ouais, c'est voilà. Sur du Noël, avant, effectivement, tu savais qu'Aventurier du Rail, t'allais en vendre des stères, qu'il fallait en rentrer, etc. Et maintenant, ces volumes-là ne se font plus visiblement dans la boutique. Et j'ai cru comprendre qu'ils se faisaient plus trop ailleurs aussi. Ailleurs, c'est-à-dire qu'en grande distribution aussi, les volumes sur ces long sellers ont fortement baissé. D'accord. Ok. Et donc, ça met pas les boutiques en difficulté de plus avoir ces sources de revenus Non, parce que je pense qu'il y a tellement maintenant de nouveautés que tu te reportes sur autre chose. Mais ça rend pas la tâche plus difficile, parce que si tu as entre vendre 80 Aventuriers du Rail ou vendre 10 jeux... ah bah oui, tu vas faire 8 fois 10 jeux, quoi. En gros, voilà, c'est ça. Et parce que souvent, je t'entends dire, on travaille un jeu. Ouais. C'est-à-dire qu'au lieu de faire le travail une fois, tu le fais 8 fois ou 10 fois. Quoi. Voilà, c'est ça. Et question aussi, c'est qu'est-ce que tu entends par travail, hein? Qu'est-ce que tu mets derrière le mot travail? Travailler un jeu, déjà, ça veut dire qu'on l'a joué. Et qu'on est capable après de l'expliquer. Et ce jeu-là, comme on l'a joué, on a passé du temps dessus. Moi, j'y ai passé du temps. Mes collaborateurs et collaboratrices y ont passé du temps bénévole.
Parce qu'en fait, on n'a pas le temps de se former sur le temps de travail en boutique. On va regarder une vidéo à gauche, à droite, de temps en temps sur un petit jeu, on va sortir un petit jeu, voilà. Mais sur les gros jeux, ou sur les jeux en règle générale, le temps de formation professionnelle se fait sur notre temps libre. D'accord. On a tous des vies de famille. J'ai passé du temps sur un certain nombre de jeux, et ben après, il faut que ce temps il soit rentabilisé quelque part en vendant une pléthore de ces jeux-là. Et du coup, tu as l'impression que il y a une corrélation, on y reviendra sur l'instant P tout à l'heure, mais un jeu que tu as pu jouer, tu le vends plus facilement, en plus gros volume qu'un jeu que tu n'aurais jamais joué. Ah oui. À l'exception de Skijo. Okay. Oui, non. Là, il n'y a pas besoin d'être comptable pour voir alors, que... Ouais. sur des petits jeux de cartes avec des petites mécaniques simples, tu peux simplement avoir vu une vidéo règle. On est capable maintenant d'imaginer comment est-ce que la partie elle va se passer. Mais n'importe comment, il n'y a rien à faire dès que tu joues un jeu, ne serait-ce que tu en fais une partie, tout de suite après, c'est plus fin comme analyse et tu peux mieux expliquer le jeu. Quoi. C'est clair. Tu sais mieux le conseiller. Ah oui, bien sûr. Et tu as l'impression que les éditeurs ou les distributeurs qui te présentent les jeux ont toujours joué à leurs jeux ou ça aussi, ça devient dur pour eux? Putain, ça va latter cette émission. Non, mais parce que voilà. Alors, des fois, j'ai des doutes, effectivement, parce que des fois, je vois passer des trucs, j'ai dit, c'est pas possible, là, on n'a pas compris, là, on n'a pas... Non, tu peux en faire voir la règle? Ah ouais, c'est écrit comme ça? Ah ouais, d'accord, ok. Bah, c'est pas top. Non, des fois, il y a des trous dans la raquette. Peut-être qu'ils sont un peu pressés, ou ils n'ont pas envoyé le bon fichier, ça s'est vu aussi. Ou les correcteurs bénévoles ont mal fait leur travail. Les correcteurs bénévoles, oui, pour les règles, c'est des correcteurs bénévoles qui font les règles. Ouais, bah c'est des petites histoires comme ça. Je veux pas balancer de nom, mais voilà. Non, mais l'idée c'était pas forcément de pointer du doigt les éditeurs. Voilà, c'était de montrer que en fait il y a tellement de jeux que même les éditeurs eux-mêmes n'ont peut-être plus le temps de tester tout ce qu'ils éditent. Alors le gars qu'ils embauchent pour présenter le jeu à Dom, est-ce qu'il a pu le tester toute sa gamme? Je sais pas. Je pense que l'éditeur, lui, jouera le jeu. Il peut y avoir des maladresses. Au niveau règles, au niveau public, au niveau... dans la semaine, là, on parlait d'un jeu familial à 70 balles. Ah oui. Donc, tu fais pas un jeu familial à 70 balles. Ouais. Je suis désolé, la famille, elle va mettre 40-45 € dans un jeu, c'est déjà pas mal. Ouais. Mais elle mettra pas 70 balles. Donc, tu coupes ton jeu en deux, tu fais une extension si tu veux, ou alors tu dis, stop, ce jeu, il est à destination d'un public, il y a trop de matériel, il y a trop de mécanique, on l'épure pour aller à l'essentiel, et tu refais ton travail d'éditeur. Après, tu peux avoir des couacs au niveau de la distribution, c'est-à-dire que j'ai fait des journées professionnelles chez un éditeur et les commerciaux, en gros, me disaient mais c'est l'enfer, il y a tellement de nouveautés que on ne les connaît pas ou on les connaît au dernier moment et donc même pour vous les expliquer, on est dans le rouge. Oui, c'est plutôt au niveau des commerciaux que j'avais l'idée. Bien sûr, le responsable de la maison d'édition qui a choisi le jeu, il l'a testé, mais je veux dire, voilà, le commercial qui après a charge de le vendre, lui aussi est en difficulté parfois. Voilà. Et ils sont confrontés au même problème que nous, c'est-à-dire que les big boss, ils vont fouetter leurs commerciaux pour que les jeux se placent en boutique, mais les boutiques sont un peu tankées, etc. Donc l'équation est complexe. Ok. Est-ce que tu as un avis sur l'écriture des règles aussi? Est-ce qu'elles sont toujours aussi bien écrites ou pareil, c'est mieux, c'est pire? Alors il y a eu des progrès. La problématique, c'est que, comme disait mon copain, qui écrit des bouquins, il disait écrire c'est un métier, écrire des règles c'est une spécialité. D'accord. Écrire les règles, c'est pas facile. Il y a un vocabulaire qui doit être constant. Un jeton, ça doit rester un jeton tout le long. Ça va pas devenir une pièce ou un truc. L'écriture des règles, c'est vraiment quelque chose qui doit être soigné et qui est vraiment hyper important parce que c'est le premier contact que le client il va avoir avec le jeu. Et si c'est écrit avec les pieds, c'est écrit avec les pieds. Non, mais c'est sûr, c'est important justement ces termes-là, y compris sur les ressources. Par exemple, il y a des jeux, des fois, les ressources, t'arrives jamais à te rappeler ce que c'est, alors que t'as des jeux où tu comprends tout de suite, ça c'est du bois, c'est de l'argile, c'est typiquement Catan, t'as jamais le doute de quelle ressource, sauf ceux qui confondent la laine et les moutons. Mais pour terminer sur la chaîne, justement, tu parles des règles. Je pense que c'est important de préciser aussi pour ceux qui écoutent qu'on s'imagine souvent que c'est les auteurs justement qui écrivent les règles, alors que moi j'avais l'impression que finalement aujourd'hui c'est plus l'auteur qui écrit ses règles. Alors l'auteur va écrire les règles du prototype. Voilà. Et normalement, si l'éditeur fait son job,
il doit faire un travail d'ergonomie, c'est le bon terme, d'ergonomie sur les règles. Chose que ne sait pas forcément faire un auteur. Un auteur, il demande de faire, il va faire son jeu, et puis voilà. Et on imagine le système assez un peu hiérarchisé. Voilà, l'auteur parle à l'éditeur distributeur et distributeur boutique. Est-ce que c'est si hiérarchisé, pyramidal que ça, ou est-ce que en fait vous avez aussi des contacts avec des auteurs, des éditeurs qui distribuent pas, ou est-ce que c'est que les distributeurs vos interlocuteurs? Peut-être pour préciser la question, en fait, le bassin grenoblois est assez riche. C'est-à-dire qu'il y a des maisons d'édition, il y a les Gros Games par exemple, il y a les Gameflow, il y a Antoine Boza qui a fait Seven Wonders qui est à Valence, qui a longtemps été à Grenoble, il y a Bono Catala qui est en Savoie ou en Haute-Savoie, je ne sais plus. On va se faire engueuler. Surtout qu'il est hyper méchant, il mord. Non, mais par contre, les Savoyards et aux Savoyards, voilà. Il y avait Johan Levé aussi, qui est à la Côte Saint-André. Il y a un vivier d'auteurs et d'éditeurs dans la région. Est-ce que vous avez des contacts avec eux À titre personnel, oui. C'est-à-dire que c'est des gens, pour la plupart, que je connais depuis longtemps. On les voit aussi sur des salons qui présentent leurs propres jeux, ce genre de choses. Donc il y a toujours un contact humain, c'est pas vraiment hyper cloisonné, quoi. Et puis moi j'aime bien recevoir quand on peut faire venir un auteur, parce que sans l'auteur, pas de jeu. Donc, voilà. Ouais, il y a des auteurs comme ça que tu as vraiment essayé de porter un petit peu dans la boutique, par exemple, de mettre en avant vraiment parce que t'avais justement ce lien, il y a un mec qui s'appelle Antoine Boza, puis il valait pas grand chose, donc je l'ai un peu poussé, donc grâce à moi, il est devenu milliardaire maintenant. T'as vendu combien de boîtes de Seven Wonders? Tu saurais dire depuis le début? Non, je déconne. Ah bon? Blague à part, t'as quand même participé un petit peu, t'as vu naître en tout cas Seven Wonders. Ah Seven Wonders, oui, Seven Wonders, Ghost Story, on a bossé sur les protos. Anabi aussi. Alors Anabi, non, moi je l'ai eu dans les mains. Il était finalisé, ou alors je m'en rappelle plus trop. J'ai vu passer le proto de Takenoko qui l'avait emmené au Café des Jeux. Par contre, on a beaucoup plus échangé à l'époque sur Ghost Story et sur Seven Wonders. Du coup, t'as un apport sur les jeux, en fait, il te demande ton avis ou... En fait, il me demande mon avis, il demande à ce qu'on joue, et puis qu'on lui fasse une remontée de ce qui a coincé, de ce qui était bien, et puis après, il règle son truc. Mais en tant que gérant de boutique, tu disais tout à l'heure, par exemple, un jeu familial à 70 €, ou un jeu d'ambiance à 70 €, c'est une aberration. Oui. Ça peut être aussi des conseils comme ça que tu peux donner ou... Alors, oui et non, pas Antoine Boza, parce qu'il avait quand même une vision déjà tout petit, il avait une vision assez pertinente du marché, on va dire. Mais parfois, en discutant avec des auteurs potentiellement en devenir qui viennent nous poser des questions, oui, on aura ce genre de choses. Mais maintenant, les auteurs ne sont plus vraiment tout seuls, il y a pas mal d'associations qui sont montées. Ils se groupent entre eux aussi. Parce que nous, c'était toujours les mêmes questions qui revenaient. Mais ceci dit, moi, côté client, Ghost Story, c'était l'argument de vente quand je l'avais acheté ici. C'était c'est un petit auteur local qui débute. Du coup, on met en avant son jeu parce que vous vous affichiez le fait que vous aviez ce lien. En fait, tu vois, on parlait du problème des joueurs passionnés, c'est-à-dire que avec le recul, je pense que on a vendu du Ghost Story à des gens pour qui on aurait dû leur fourguer un aventurier du rail, tu vois. Parce que mine de rien, le jeu est quand même assez exigeant. Mais nous, les règles, moi j'ai du mal. Les règles, c'est spécial. Et puis c'est assez punitif quand même. C'est punitif. Ouais. Mais bon, moi je sais pas, j'avais plus de 100 parties dans les dents. Le jeu était trop bien. C'est un peu des travers. Pour parler de mon expérience, Ghost Story, on l'a joué tout seul en essayant. Alors, c'était les règles en anglais, mais traduites en français. Enfin, c'était compliqué. Il y avait du vocabulaire par-dessus qui faisait qu'on comprenait rien. Du coup, on a mal compris les règles et ça devenait très facile. On avait raté une des règles. Ouais. Et j'ai fait une autre partie donc avec Aurélien où lui il maîtrisait à fond le jeu. Et du coup, ça avait l'air super facile en fait. J'ai écouté ce qu'il disait et il n'y a pas eu le bon curseur en fait par rapport à ça. Je pense que ça fait partie des regrets d'Antoine, c'est-à-dire que effectivement, avec le recul, on s'est aperçu que Ghost Story n'est pas le jeu le plus ergonomique possible qu'il ait fait. Voilà. Par contre, il est excellent. Mais c'était un de ses premiers, ceci dit. Oui, c'est un de ses premiers qui a cartonné, on va dire. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Et on a oublié de citer District Noir,
puisque c'est édité par Mathias qui a travaillé. Mathias Guillot a été un de mes anciens vendeurs à la boutique, puis il s'est accoquiné avec d'autres gens. Ils ont commis District Noir, Boréal, c'est très chouette ce qu'ils ont fait. Ouais, ça fait partie des arguments aussi de vente. Ça fait partie des arguments de vente aussi, c'est-à-dire que effectivement, quand on va vendre un jeu de Grey Games ou de Gameflow, le fait que ce soit des gens locaux, ça aide. Les gens, ils sont sensibles. Puis je pense que ça redevient, ou ça a toujours été un argument qui reste encore pertinent aujourd'hui. Surtout par rapport à la grande distribution et à d'autres enseignes où tu n'auras jamais le vendeur qui dit « Ah mais cet auteur je le connais » ou « Le jeu a été élaboré comme ça ». Les petites anecdotes qu'on peut dire sur la création, j'y reviendrai, mais ça me fait un peu penser au métier de caviste dans le vin où si tu connais le producteur, ça a toujours un côté attrayant pour le client aussi. Il y a un côté comme si... En fait, quand on vient te voir et que tu nous dis je connais l'auteur, c'est presque comme si nous on le connaissait un peu aussi. Un jeu, c'est compliqué, c'est pas que des règles et un bout de papier, c'est un processus de pensée, c'est une alchimie qui a fait que ce gars-là, il a sorti ce jeu-là, quoi. Et pourquoi il a sorti ce jeu-là, c'est toujours intéressant. Tout à fait. Ok, écoute, je crois qu'on visualise bien maintenant un petit peu ce que c'est qu'une boutique de jeux spécialisée. Et pour terminer, au niveau de ce qu'on pourrait préciser, c'est la taille d'une boutique spécialisée. Est-ce qu'il y a plusieurs tailles de boutiques ou à peu près on est toujours dans la même fourchette en termes de nombre d'employés, de surface C'est pas la taille qui compte. Non, alors, il y a plusieurs types de boutiques. Il va y avoir ce que je vais appeler moi des one-man stores, c'est-à-dire des gens qui sont seuls dans leur boutique. C'est pas ton cas ? C'est pas mon cas. Ça l'a jamais été. J'ai jamais été seul. Ça va dépendre surtout du volume que tu vas faire au niveau de ton chiffre d'affaires, parce que si tu es seul et que tu fais 500 000 euros, tu meurs. Voilà. Donc il faut du monde pour tenir la boutique. Tu meurs parce que tu as trop de boulot. Ah oui, c'est clair. Moi, je connais plusieurs tailles de boutiques. On peut citer le magasin de Voiron, par exemple, où longtemps il a été seul, et puis là maintenant, il s'est suffisamment développé pour être deux maintenant. Okay. Et après, tu as des tailles de magasins qui vont aller d'une 50aine de mètres carrés à beaucoup plus grand, quoi. Ouais. Parce que du coup, pour vivre de ça, on sait que maintenant en France, il y a beaucoup de jeux, on en vend presque plusieurs à la seconde, quoi, si on prend les jeux vendus en France à un instant T. À l'inverse, une boutique, si tu veux pouvoir en vivre, on prend l'idée que tu es tout seul dans ta boutique, il faut que tu vendes à peu près combien de jeux par jour ? Alors je sais pas, mais en moyenne, je dirais qu'il faut que tu tournes entre 170 000 et 200 000 euros de chiffre d'affaires, quoi. D'accord, oui, ça dépend de la taille des jeux, le prix qu'ils font, etc. Alors attention, le chiffre d'affaires est toujours hors taxe. C'est pour les auditeurs. C'est important de le préciser mais voilà, je pense que on va dire entre 150 et 200 000, tu dois commencer à tournicoter un peu, quoi. Mais si tu veux te payer un salaire à peu près correct, il vaut mieux faire 200 000, je pense. Ouais. Ok. Merci. On va maintenant passer à la deuxième partie, la partie « Ça vient d'où ?» Ça vient d'où? Oui, au fait, ça vient d'où? Alors, dans cette partie, on va se plonger un petit peu justement dans l'histoire. On a fait des références un petit peu comme ça, ci et là, au passé. On va revenir en France à comment ça se vendait, les jeux de société au départ, d'où ça vient. Alors, tu n'hésites pas à nous couper s'il y a des choses que tu veux corriger ou que tu n'as pas les mêmes infos. Traditionnellement, ce qu'on retrouve comme une des plus enseignes, une vieille enseigne qui vendait des jeux de société ou des jouets, c'était dans les années 60, Jouet Club, qui en France était le premier magasin spécifiquement dédié aux jouets. Avant, bien sûr, il y avait des magasins qui vendaient des jouets ou autres, mais c'était pas des enseignes dédiées. Donc en France, c'est vraiment la première enseigne. Et puis, à cette époque-là, il y avait des jeux qui restent aujourd'hui un petit peu connus comme Diplomatie, qui a été un jeu emblématique fin des années 50-60. Et puis, tu le disais un petit peu tout à l'heure, il y a eu également dans les années 70, après, Donjons et Dragons. Jeu de rôle. Voilà, jeu de rôle. Donjons et Dragons, c'est 1974. En France, première boutique de jeux de société, jeux de rôle spécialisés, c'est Jeux des cartes, en 1977, qui a été créé alors par un monsieur qui s'appelait Peter Watts, qui était amateur de jeux, pigiste et critique de jeux dans le magazine Science et Vie. Donc ça venait de la presse à l'époque. Et il ouvre un premier magasin rue des Écoles dans le quartier latin à Paris. Donc il y en a eu d'autres ensuite, des jeux des cartes. Ça, c'était vraiment les prémices. Peut-être poussé un peu pour le jeu de rôle. Toi, tu n'avais pas encore de boutique à l'époque. Quand ça t'évoque les années 70, qu'est-ce que c'était à ton avis ou de ton souvenir d'enfant, les boutiques de jeux? Est-ce que tu en connaissais près de chez toi à l'époque? Alors non, je passe mon bac dans 84.
84. J'ai 18 ans à cette époque-là. Et ça fait à peu près 2 ans que j'ai découvert le jeu de rôle. Ok. On va dire à peu près dans les années 80, je découvre le jeu de rôle avec des amis. Il aura fallu attendre à peu près cette période-là pour que je mette les pieds dans un magasin qui vend des dés. Parce qu'il faut des dés de jeu de rôle. Bah ouais. Avec un copain et sa fidèle monture, une grosse moto. Nous sommes allés à Jeux des cartes, justement, à Lyon, où j'ai acheté mon premier set de dés et j'ai découvert ce que c'était une boutique. T'as dû aller de Grenoble à Lyon pour Alors moi, je viens de la région de Romans, en gros. D'accord, Je suis de Romois. Ouais. Et après le jeu de rôle, on a fait un petit peu de jeux de plateau, beaucoup de jeux de rôle, mais un petit peu de jeux de plateau. On pourra peut-être y revenir sur ce que c'était. Oui. Mais moi, avant le jeu de rôle, je suis surtout un gros lecteur de fantasy. Et je joue aux jeux de cartes traditionnels, belote, tarot, ce genre de choses, quoi. Je touche pas à du jeu de simulation, à du wargame, à du jeu de plateau. Je connais pas. Bah c'est ça, je pense années 70, c'est vraiment les prémices. Il y avait peut-être dans le milieu parisien où ça commençait à se connaître un peu cette boutique-là. Peut-être que des gens venaient aussi d'Île-de-France, sans doute un peu sur l'exemple que tu donnes pour venir chercher des dés. Peut-être certaines éditions de jeux de rôle qui étaient disponibles que dans ce magasin-là. Et puis ça a fait des petits sur quelques grandes villes, voilà, Lyon notamment. Tu avais aussi un magazine avant Cassius Belli, là, comment il s'appelait ? Jeux et stratégie. Jeux et stratégie, oui. Voilà, qui proposait des petits jeux détachés, etc. Et qui faisait de la pub pour ce genre de boutique. Love Cube aussi. Voilà. Oui, qui était sur Paris aussi, Love Cube, effectivement. Voilà, donc années 70, on va dire, c'est à part la création de Donjons et Dragons qui peut-être a impulsé. Jeu des cartes, celui de Lyon en tout cas où tu étais allé, qu'est-ce qu'il y avait dans le magasin à l'époque ? Putain, des dés, ils vendaient des dés. T'es rude, hein, quand t'auras mon âge, tu verras quoi. Je veux dire, je me rappelle plus de. Qu'est-ce que t'as mangé hier soir ? Voilà. Non, je me rappelle plus du décor de la boutique. Tout ce que je sais, c'est je me rappelle. Tu y avais acheté que des dés. Ouais, j'y avais acheté des dés. Et les jeux de rôle, par contre, tu pouvais les trouver par ailleurs. Les bouquins de jeux de rôle, etc. Il n'y avait pas besoin d'aller là-bas. Moi, cette époque-là, je suis loin de m'imaginer pouvoir être maître de jeu un jour. Le maître de jeu est une demi-divinité pour moi. Je pense qu'il faut recevoir la grâce des dieux pour. Voilà. Ça viendra plus tard. Hein, mais pour moi, être meneur de jeu. Puis déjà, j'avais pas un super niveau d'anglais, donc tous les bouquins étaient en anglais. Ouais, ça c'est important de le rappeler donc, aussi. c'était un peu coton, quoi. Donc, fallait farcir les manuels en anglais. Et c'était quoi comme jeu de rôle le premier que t'as découvert ? Moi, on jouait à Donjons et Dragons. Après, on a fait du space opéra. Voilà. Ok. Arrive après les années 70, les années 80. En 79, EPM, c'était le cabinet conseil de Watts, et le groupe presse Excelsior Publications, donc là c'était l'éditeur de Sciences et Vie, crée donc Jeux des cartes SARL, à moitié pour les parts. Et du coup, il y a un conflit dans les années qui suivent, et finalement, c'est Excelsior qui récupère toute la gamme, enfin toute la filiale Jeux des cartes. Dans la fin des années 80, Jeux des cartes, ça va plus être qu'une chaîne de boutiques, ça devient aussi un éditeur. Alors, ce qu'il faut bien aussi comprendre, c'est que tu avais des magasins pilotes, qui étaient des magasins qui appartenaient à Jeux des cartes. Donc, il y en avait à Paris, à Lyon, à Bordeaux, de mémoire. Et après, tu avais des franchisés, comme par exemple à Grenoble, le Damier, Courberia était un franchisé Jeux des cartes. Excalibur, c'était un... Non, parce qu'à cette époque-là, il pouvait y avoir qu'un seul franchisé Jeux des cartes par ville. Voilà. Et effectivement, moi, je suis au départ, je commence à travailler dans une boutique qui s'appelle Excalibur. On n'est pas franchisé à Grenoble Jeux des cartes, mais il y a des magasins Excalibur qui sont franchisés Jeux des cartes. D'accord, ah oui, ok, il y avait tous les cas de figure possibles. L'un n'empêche pas l'autre. Donc dans les années 80, ça commence à faire un peu pop dans plusieurs grandes villes, des boutiques de jeux spécialisées. Oui. Souvent quand même sous l'impulsion soit de Jeux des cartes qui franchisaient, soit ça apportait quoi d'être franchisé en fait Jeux des cartes ? Alors en fait tu avais accès à un catalogue quand même parce que Jeux des cartes quand ils se lancent ils ont un catalogue de produits qui sont quand même pas mal quoi. Donc ils éditent des jeux, ils traduisent du jeu de rôle, ils distribuent des figurines. Enfin voilà, ils sont assez incontournables. Après t'as d'autres sociétés qui se sont montées, qui ont fait de la distribution, de l'édition, etc. On peut parler par exemple d'Hexagonal qui distribue des produits en anglais.
à cette époque-là. On peut parler aussi de Cirrus Productions, avec un petit nouveau qui s'appelle Marc Nunes, un gars qui personne ne connaît à cette époque-là. Marc Nunes est devenu le patron d'Asmodée. Après, c'est lui qui il fondera Asmodée. Marc Nunes, à l'époque, c'est mon commercial chez Cirrus et il me vend de l'Innominé Satanis Mania Veritas. Quoi. Ah oui, un jeu de rôle effectivement auquel j'ai joué aussi qui était assez génial. Et donc, ça veut dire que dans les années 80, boutique de jeux spécialisés, en fait, c'était pas jeux de société, c'était essentiellement des jeux de rôle qui portaient ces boutiques-là dans les ventes. Il y avait beaucoup de jeux de rôle, mais il y avait aussi quand même du jeu de société. T'as pas mal de wargames. Descartes aura traduit Civilisation, Diplomatie, j'en passais des meilleurs. Moi, dans les meilleurs, j'avais noté Vinci, qui a eu la Vinci, qui a été ensuite réédité sous la forme de Small World. Ouais, tout à fait. il y a des puristes qui disent que Vinci c'est mieux. Il a eu, alors c'est un jeu qui a eu 2 fois l'As d'or, du coup il l'a eu sous Vinci et Small World a eu l'As d'or 2 fois pour le même jeu. Et La Vallée des Mammouths également, moi qui m'avait marqué à l'époque. Alors mais La Vallée des Mammouths au départ c'est un jeu ludo-délire. Et ils ont vendu après à Descartes. Et ils ont coulé et je pense que la licence du jeu a été rachetée. Quoi. Ah oui. Et puis Mare Nostrum aussi qui est un classique c'est un jeu jeu Descartes. Donc ils avaient quand même déjà ces jeux de société parce qu'à l'inverse, en fait, dans les années 80, on retrouve aussi un essor des jeux de société. Moi quand je tape comme ça sur internet ou si je repense à mes souvenirs, jeux de société des années 80, c'est des trucs qui à mon avis se vendaient pas dans ces boutiques. Typiquement, c'est Hôtel, Les Mystères de Pékin, Intrigue à Venise, Destin, le Trivial Poursuite est apparu dans ces années-là aussi, Tabou, Pictionary, avec pas mal de pubs télé d'ailleurs à l'époque pour les jeux de société. Est-ce que ces jeux-là, ils étaient aussi dans la boutique spécialisée ou déjà pas trop ? Alors moi, je n'ai pas de souvenir d'avoir vendu, moi, des jeux qui ont eu une pub télé, sauf exceptionnellement peut-être un Double ou un Jungle Speed, parce qu'à une époque... ou Atmosphere, non ? Vous n'avez pas fait ça non plus, les trucs... En règle générale, quand c'était télé, c'était grande distribution, donc on laissait tomber complet, quoi. Ok. C'est pour les problèmes de coût, hein. C'était ça aussi à l'époque ou... En règle générale, quand tu vas bosser avec la grande distrib, tu as des problèmes de volume, c'est-à-dire que les pièces, tu es souvent obligé d'en prendre 24, 36, 42, voilà. Et puis des problèmes de marge. En règle générale, ces produits-là, c'est plutôt une marge aux alentours de 20 à 30%, donc pour tourner, c'est un peu plus chaud, quoi. Et ça sert pas de produit d'appel, en fait. Enfin, on n'en a pas eu besoin, tu vois. C'est ça. Oui, parce qu'à cette époque-là, les gens venaient surtout pour chercher du spécialisé dans ces boutiques-là. Ouais, et puis les gens, ils veulent... Alors là, si on reste vraiment dans les années 80, moi, je suis plutôt consommateur de jeux. Ouais. Je sais qu'on joue beaucoup aux jeux Ludo-Délire, qu'on fait du Descartes, on fait quelques wargames en anglais, les Cryawalk aussi. Wargames qui ont complètement disparu des boutiques spécialisées. Oui, mais ça c'est, entre guillemets, l'ordinateur m'a tué, quoi. Je veux dire, quand tu passais 1 heure à préparer ton plateau, à mettre tous tes petits pions là, machin. Ouais, mais comment tu fais pour peindre des figurines sur ton ordinateur ? Ah oui, non, mais là, moi je parlais vraiment de wargame, ça carton. Ça existe toujours, il y a toujours des amateurs de wargame, mais je pense qu'ils se fournissent peut-être ailleurs. Alors, Et puis d'ailleurs, très bonne transition, il y a Games Workshop aussi qui arrive avec Warhammer, les figurines Warhammer. Warhammer, c'est 83. J'avais dans l'idée qu'à cette époque-là, quand même, le jeu de société dans les boutiques spécialisées était une part peut-être minoritaire ou pas plus de la moitié et que c'était effectivement jeu de rôle, Warhammer sans doute, ou est-ce que dès le début il y avait que des Games Workshop ou il y a des boutiques spécialisées qui Non, les Games Workshop sont arrivés après d'abord. En fait, il y a eu des Games Workshop dans les grandes villes et après ils ont regardé là où c'est qu'ils avaient des revendeurs qui faisaient un joli ticket et ils ont pondu punément des magasins de la maison mère là où c'est qu'il y avait du gros potentiel. Merci, bisous, au revoir. Ouais, c'est ça. Donc il y a des boutiques qui ont dû avoir un virage serré là. Oh oui, j'en connais une. Enfin, moi, à l'époque, avec Excalibur, quand je travaillais avec Excalibur dans les années 93... donc Excalibur, tu peux repréciser, c'était une chaîne. Toi, tu y as été en tant qu'employé. Alors Excalibur, c'est plus une franchise, on va dire. Mm-hmm. C'était des indépendants, des gens à assez fort caractère, qui une bande de potes au départ, qui se sont dit, on va ouvrir des magasins ici et là, et on s'appellera Excalibur. Et en fait, le gérant du magasin de Grenoble, en gros, les avait rencontrés et il avait été sans doute convenu que ça devait être un mec assez cool, donc il pouvait prendre l'enseigne Excalibur. Ok. Voilà, c'était ça. C'était à la bonne franquette, on va dire. Et donc là, effectivement, toi, tu bossais dans cette boutique et vous avez eu ce coup de virage là, d'avoir un Games Workshop qui est ouvert alors que vous revendiez beaucoup de Warhammer. Games Workshop est arrivé assez tôt à Grenoble et moi j'ai souvenir quand je suis arrivé que je commence à bosser avec Excalibur, je passais des commandes, mais moi que j'estimais monstrueuses en produits
Games Workshop. Eh oui. Et rapidement, il y a un magasin qui est arrivé, c'est plus la même après. Ah, il a capté toute la clientèle bien Games évidemment, Workshop d'avoir la licence Oui, comme bien ça. sûr. Mais pour autant, Games Workshop acceptait encore de distribuer à Oh Excalibur. bah oui, il veut bien te les vendre. Hein. Ouais. Si toi t'arrives pas à les vendre, c'est ton problème. Ouais, c'est Mais ça. ils veulent bien te les vendre. Ouais, ils ont pas fait d'exclus en disant maintenant on a que des boutiques comme ça se fait avec cette marque. non, tout le monde s'aime. Sur les jeux de rôle, il y avait effectivement moins de monopole, mais les jeux de rôle emblématiques à cette époque-là, c'était Donjons et Dragons, bien sûr. Alors, Donjons et Dragons, mais il faut pas aussi sous-estimer la French Touch. On va avoir du Légende Celtique, on va avoir du Rêve de Dragon, on va avoir Néphilim aussi qui arrive de la société Multisim. Donc le jeu de rôle a quand même le vent en poupe. S'il n'y avait pas eu le jeu de rôle et il n'y aurait pas eu Magic, je ne serais pas là. Quoi. Alors Magic, c'est la décennie d'après. Ouais. Quand Magic arrive, ça tabasse aussi. Hein. C'est 93, ouais. Ouais, c'est 93 c'est ça. Magic. Ouais. Et du coup, pour finir, alors sur les années 80, ça fait une bonne transition avec Magic sur les années 90. Est-ce que tu as un souvenir marquant de partie, d'un jeu qui est d'un souvenir pour toi qui illustre bien cette époque-là? C'est très jeu de rôle, moi, la fin des années 80. Ouais, et une anecdote de jeu de rôle que tu n'oublieras jamais? Une anecdote de jeu de rôle, c'est assez compliqué. Vous avez combien d'heures, là? Celle qui te vient en premier, ça serait laquelle? Ouais, j'ai le souvenir de parties de jeu de rôle avec mon meneur de jeu préféré, Tyrannique, qui, au bout d'un moment, voyant que les joueurs étaient complètement dissipés, Ok. pas moi, hein. Moi j'étais un joueur modèle. Vous étiez une table de combien? 5-6. Ouais. Donc il masterisait avec un jeu de fléchettes à côté. Ah ouais. Ouais. Et des fois ça passait très près. Ça passait Comment vraiment il s'appelait très ce près. brave homme, son prénom? Eric. Eric. Ouais, Eric, On le salue. il se reconnaîtra si jamais. Je joue encore avec lui là. On a refait une table de jeu là. On recommence une campagne. Ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas fait jouer. Ouais. Il a toujours des fléchettes? Alors non, il a plus les fléchettes parce qu'on est devenu. Enfin moi déjà j'ai toujours été sage. Toi, t'as des deux yeux, Ça vaut déjà. bien quelques XP supplémentaires. Donc il intégrait le jeu de fléchettes dans sa manière de masteriser. Voilà, c'est ça. Ok. Bon, on va clôturer les années 80 avec cette petit extrait qui On passe maintenant au jeu de société Donjons et Dragons. C'est un jeu qui fait fureur aux États-Unis et au Canada, mais comme c'est populaire auprès des jeunes, il semble que des parents sont inquiets. Ça, c'était aussi fin des années 80. Est-ce que vous avez eu, avant de passer les années 80, des parents inquiets qui sont venus vous voir? On a surtout eu la célèbre émission de Mireille Dumas, Ballet Masque, qui avait défoncé le jeu de rôle. Ce qui fait peur dans tout cela, justement, c'est la confusion entre le réel et la fiction. Avec un psychiatre qui s'appelait, j'ai pas oublié lui, c'était Monsieur Abgral. Les joueurs de jeux de rôle étaient des satanistes malveillants, etc., etc. On l'a très mal pris. En tant que joueur de jeu de rôle, mais en fait finalement à terme on devrait la remercier Madame Dumas parce que ça nous a fait une pub de dingo. Ah ouais. On a eu ce phénomène-là aussi aux États-Unis où Donjons et Dragons étaient accusés de tous les maux. L'extrait qu'on a passé, c'est une émission au Québec qui était le même format que ce que tu décris en France. C'est-à-dire pareil, c'est l'émission, on peut la retrouver sur YouTube. C'est pareil, un journaliste, un médecin psychiatre, puis un ado type quoi, qui joue au jeu de rôle. Qui a l'air pas très à l'aise sur le plan social quand on le voit comme ça. Donc c'était une caricature qui a dû être effectivement... cette émission, elle a dû être basée sur des trucs qui venaient aussi d'outre-Atlantique. Oui, c'est possible. Mais bon, après, il faut quand même être clair. Si t'es pas bien net dans ta tête, le jeu de rôle ne t'aidera pas. Voilà, c'est n'importe comment. Si t'es pas bien net dans ta tête, il faut te faire soigner, quoi. Je veux dire, ce qui a peut-être côté médical entraîné la confusion, c'est qu'en plus, c'est une époque où... alors, je sais pas si c'est venu après, Pouloulev, mais où ont été développées des techniques de soins à base de jeu de rôle. Mais qui est pas du jeu de rôle narratif du tout. Mais où du coup on va jouer un rôle, etc. d'invention. Se mettre à la place de l'autre, etc. Voilà. Et puis même maintenant, le jeu de rôle est aussi utilisé en entreprise comme formation, machin, etc. Donc, et il y avait au dernier festival de Cannes une conf là-dessus aussi sur l'utilisation du jeu de rôle en sacrifie plus les santé enfants, mentale. La tradition se perd, c'est moche. Ouais, c'est ça. Effectivement, ça a fait du mal un petit peu à l'image du jeu de rôle, mais de manière transitoire. Puis ça a soudé, en fait. Alors, les rôlistes, ils se parlent déjà, en règle générale, pas mal entre eux. Et là, le fait qu'on soit pointé du doigt comme ça... ça resserre la communauté. Et puis, en plus, à l'époque, t'avais quand même le jeu de rôle Vampire qui était là. Donc, Vampire, tu jouais des enfants des ténèbres, des buveurs de sang. Je veux dire, c'était fort.
Mais du coup, dans la boutique, jamais eu de parents qui sont venus se plaindre que leurs enfants avaient acheté des jeux de rôle. On a eu, nous, des parents qui sont venus se renseigner quand même. D'accord, pour savoir ce que c'était. Oui. Ok. Mais c'est très bien. Ouais, du coup, plutôt une démarche... super. Venez les parents, il n'y a pas de souci, on vous explique ce que c'est le jeu de rôle, il n'y a aucun problème. On passe aux années 90 maintenant. Alors, 90, effectivement, on en a un petit peu parlé, c'est... Entre dans l'univers Magic. Plus de 10 000 cartes différentes, des créatures et lieux fantastiques. Et voilà, donc 93 sort Ouais. Magic the Gathering. Juste pour repréciser la petite histoire, donc c'est Richard Garfield en 1991, un prof de maths passionné de jeux qui rencontre Peter Adkison, un ancien ingénieur chez Boeing, et qui lui dirige une PME de jeux de société, Wizard of the Coast. Ouais. Voilà. Et donc Richard Garfield, au départ, il veut lui présenter non pas Magic comme jeu, il lui présente le prototype de Robo Rally, un jeu de plateau puzzle dans lequel les joueurs sont en compétition, qui aura un succès plus tard. Voilà. Et en fait, Peter Atkinson apprécie le jeu, mais il cherche surtout à éditer un petit jeu qu'on peut facilement transporter, je sais pas si c'est toujours vrai, et auquel il serait possible de jouer en quelques minutes dans un moment de creux, voilà, sur le coin d'une table de café, etc. Facile à produire, sans taxe de douane. Et donc Garfield revient à la charge quelques temps plus tard avec le prototype de Magic, qui paraît tout de suite assez simple, mais riche, addictif, et c'était exactement ce que cherchait Peter. Donc la première édition du jeu, elle est baptisée plus tard, a posteriori Alpha, elle sort en 93, je pense, aux États-Unis. Alors, et Alpha, c'est la version prototype, c'est-à-dire c'est first cut, c'est-à-dire c'est les cartes qui ont été imprimées pour tester le jeu en fait. Ok. C'est pas commercialisé encore. D'accord. Donc ça, c'est la version Alpha 93. Et ensuite, très rapidement, il y a quand même un boutique, des succès assez énormes avec ce jeu-là. Ouais, Alpha, Beta et après Unlim. Unlim. Et Unlim arrive, c'est Unlim Unlimited qui arrive en anglais dans les boutiques de jeux. Et moi, je vois arriver ça à l'époque sur le bon de commande d'un fournisseur qui s'appelle Hexagonal. Donc à ce moment-là, tu travailles encore chez Excalibur. Je commence à travailler, quoi. Moi, je suis rentré en 93, tu vois. Donc, donc voilà. ok. En fait, on l'appelle pour savoir ce que c'est. Et il nous dit, ouais, c'est un nouveau jeu qui vient d'arriver des États-Unis, ça cartonne et tout, machin. Je dis, bon, bah écoute, mets-moi 6 starters. Donc un starter, pour ceux qui ne connaîtraient pas Magic, c'est un petit paquet où il y a quoi, 10 cartes dedans, 100 c'est des paquets de 60 cartes, c'est 60 cartes. Les trucs. Mets-moi 6 starters et puis une vingtaine de boosters, quoi. Alors normalement les boosters c'est conditionné par boîte de 36 quoi. Déjà, et il m'envoie 6 starters et une vingtaine de boosters. Toi tu reçois le truc, c'est un truc, ça ressemble à rien, machin. Il n'y avait pas de jeu équivalent à l'époque. Le jeu de cartes, c'était belote, tarot. Voilà, c'est ça. Voilà. Ouais. Et donc, nous, on reçoit ça, on en vend un ou deux, et puis le reste, on se les tape entre nous, en fait. Et on ouvre ça en soirée pour voir, et là, on se prend une putain de baffe. Ah ouais. D'emblée, il y a eu unanimité, et tous les gens qui... tout le monde, on est tous tombés dedans, quoi, je veux dire. Là ouais, tu prends ta claque, et vite, tu t'aperçois qu'il n'y a plus de booster. il a tout vendu, ce con. Les clients viennent, non, il n'y en a plus. Voilà, et bon, après, ça a monté en puissance, et puis c'est devenu ce que c'est devenu, quoi. Ouais, et c'est toujours, donc ça, dans les années 90, pour une boutique de jeux de société spécialisée, Magic, c'est quand même un moteur. Ah, c'est pas un moteur, c'est un putain de moteur. Ouais. C'est une locomotive, quoi. Ah oui, c'est un truc monstrueux, parce que, j'allais dire, c'est de la consommation de masse, c'est-à-dire que jusqu'à présent, voilà, t'avais ton jeu de rôle, t'avais ton supplément qui sortait tous les trimestres, tous les trimestres, t'avais les gens qui venaient t'acheter ton supplément. Merci, dans 3 mois, quoi. Et là, tu te mets à vendre du Magic, et quand t'arrives le matin à 9h30 du matin, il y a des gens qui sont déjà là, qui attendent que tu ouvres pour pouvoir acheter leur booster, parce qu'ils y ont joué toute la nuit, au vu des cernes, et il faut qu'ils améliorent leur deck. Ouais. Et parce que c'est le principe du Magic, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est on améliore son jeu en achetant des nouvelles cartes. Voilà, en fait, du Panini, quoi, pour expliquer aux auditeurs, Magic c'est l'ancêtre de tout ce qui va devenir jeu de cartes à collectionner, Pokémon, Yu-Gi-Oh, etc. C'est la première fois qu'on découvre un jeu qui est à la fois à jouer et à la fois à collectionner. Ça se joue à 2. Ça se joue à 2, très rapidement on fait des règles pour y jouer à plusieurs. Voilà, donc le but c'est grosso modo en affrontement direct. Ouais, on a chacun des cartes qu'on va poser, jouer pour essayer de détruire l'autre.
Ouais, en fait, Enfin, on a deux moyens de gagner. C'est soit on réduit les points de vie de l'adversaire à 0, Voilà. soit on lui épuise sa bibliothèque, qui est son tas de cartes Ok. dans lequel il pioche. Voilà. Et on a donc tous un tas différent dans lequel on pioche. Mhm. Et on se constitue son deck, c'est-à-dire son jeu de cartes. C'est pas comme les autres jeux de cartes, tarot, belote, où on distribue les cartes. Là, c'est vraiment chacun arrive avec son jeu de cartes, limité en nombre de cartes, minimum mais pas maximum. Non, mais comme c'est des probas, il vaut faut mieux pas en faire non se plus, tenir à 60 500. points barre. Une grosse partie du jeu se fait en amont. Oui. On prépare son deck. Ah C'est oui, ça, oui. la préparation. Conception du deck, la préparation. Non, c'est clair. Ok, et du coup, cette décennie-là, donc c'était effectivement beaucoup de Magic qui portait les ventes dans les boutiques de jeux de société. Le jeu de rôle encore très présent, Toujours. ou ça avait pris un coup avec le mauvaise image Alors non, ça n'a pas pris un coup avec la mauvaise image, mais il y a beaucoup de joueurs de jeux de rôle qui sont passés du jeu de rôle à Magic. Ok, ouais, c'est ça, Voilà, c'était un terrain donc, favorable. Terrain favorable. Après, Magic a drainé aussi son propre public. Il y a des gens qui venaient parce qu'ils avaient vu les potes y jouer, etc. Ça a été un peu compliqué quand il y a eu un creux avec Magic, parce que tout n'a pas été rose tout le temps. Certaines boutiques qui avaient une grosse activité Magic ont eu des difficultés à survivre. D'accord. Quand Magic, ça s'est béné. Quoi. Et toi, tu as changé de Excalibur pour ouvrir les contrées du jeu En 96. 96, ouais. Voilà, Ok. 3 ans après. Et au départ, quand tu as monté la boutique, c'était du coup beaucoup de Magic, jeux de rôle et un peu de jeux de société. Un peu de jeux de société, ouais. Un tiers, ou c'était déjà... Ah non, le jeu de société, c'est moins qu'un tiers. C'était moins qu'un tiers à cette époque-là. Oui, Ok. à cette époque-là, ouais, je te dis, mon rayon, il faisait 2 mètres de long, quoi. Donc il n'y avait pas grand-chose. Hein. Ok, bah, pourtant, c'est à cette époque-là que sort... 95, Catan. Les Ouais, colons Catan, de Catan. ouais, les colons Est-ce que de Catan. ça a été aussi une découverte ou est-ce que c'est un truc pareil? On n'imaginait pas que ça marcherait. Catan, ça a été une très bonne vente. Moi, je l'ai joué sur le tard, hein, Catan. Je me rappelle plus quand est-ce que je l'ai joué, mais en fait, comme c'était un jeu qu'ils vendaient tout seul, je me suis dit, c'est pas la peine de le jouer. Ok, mais du coup, ça a été un succès dès sa sortie. Ouais, tu l'as eu rapidement en boutique à l'ouverture. Mais on l'avait déjà, ce me semble, en version allemande avec une traduction à l'arrache. Enfin, à l'arrache, je suis méchant. Mais il me semble qu'on avait eu une version allemande. Oui, alors c'est vrai que ça, c'est aussi important de le dire. Dans les années 90, beaucoup de joueurs de jeux de société achètent des jeux en allemand et traduisent eux-mêmes les règles ou même collent par-dessus les plateaux des trucs en français traduits. Parce que le marché du jeu de société en Allemagne est très florissant. Mm-hmm. Ils ont un style de jeu qui est particulier, qui arrive petit à petit en France, qui sont les prémices, on va dire, du jeu de gestion en quelque sorte. Ouais, c'est ça. Donc les années 80, on a eu la vague un peu des produits américains avec les jeux de rôle qui venaient au départ des États-Unis, puis 90 Magic. Et c'est aussi dans cette décennie-là où il y a le croisement avec l'influence allemande qui commence à arriver avec des jeux de société un peu à l'allemande, entre guillemets. Bah, d'un côté, t'as l'American Trash, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis de l'autre côté, t'as les Eurogames, on va dire. Et c'était déjà dans les années 90 deux types de clients différents. Tu disais Magic, ça a beaucoup plu aux rôlistes. Ouais. Est-ce que les jeux type Catan, les jeux de société, c'était peut-être du coup une nouvelle clientèle? Il y a beaucoup là aussi de rôlistes qui vont se mettre au jeu de plateau parce que le jeu de rôle c'est super, mais il faut 4 heures, il faut du temps de préparation, etc. Donc dès qu'on a un jeu qui permet de se retrouver autour d'une table, s'il y a un univers un peu fort autour, c'est parfait. On va pas non plus chercher complètement à reproduire les sensations du jeu de rôle, mais voilà. Et puis après, t'as quand même une clientèle d'étudiants, jeunes actifs qui va se mettre au jeu de société. Ouais. Bah, c'est-à-dire qu'il y a eu tous ces jeux grand public là, que j'ai cité tout à l'heure dans les années 80 qui ont déjà envahi les foyers un petit peu là, et peut-être des gens du coup qui voulaient aussi aller un peu plus loin que ces jeux-là et qui se sont mis à chercher des trucs un peu plus poussés, qui sont poussés la porte des boutiques de jeux de société. Ouais, et puis t'as des petits jeux aussi qui arrivent. Il y a quoi dans tes 2 mètres qui prend. Il n'y avait pas que des Catan? Ah non, t'avais Formula D, t'avais Civilisation, t'avais encore un peu je pense, de Ludo Délire en réédition sans doute. T'avais de la Valon Hill. Et un petit jeu, tu disais donc 6 qui prend 6 qui prend, il y aura Elixir aussi qui arrivera, Service compris, et Jungle Speed. Time's Up, c'est un petit peu plus tard. Ouais, moi je le situerais plus tard. Je crois que c'est la décennie 2000, on vérifiera. Ok, donc années 90, un souvenir marquant de peut-être ton ouverture de la boutique ou voilà, comment ton premier jour dans la boutique, t'en as un souvenir? Ouais, on a ouvert avec 10 minutes d'avance. Non, mais en fait, la boutique, au départ, quand on y réfléchit, on a ouvert avec 3 fois rien, quoi. Ouais. Parce qu'à l'époque, il y avait en gros 3 fois rien.
Et ça nous a quand même permis de tenir, et non seulement de tenir, mais de prospérer, on va dire. Ouais, vous avez ouvert à 2 au début. Ouais, au début, je suis associé avec une femme qui s'appelle Catherine Robert. D'ailleurs, il y a un épisode de la radio des jeux où tu avais déjà été invité. Ouais, et où je vous invite à aller écouter parce que tu reviens un peu plus sur justement cette ouverture. Pour ceux que ça intéresse de creuser, n'hésitez pas à aller écouter cet épisode également. Et ça marche tout de suite, les contrées ou Ouais. Direct On-off. Ok. Parce que en fait, la situation du magasin Excalibur n'est plus très flambante. On a eu 1 mois et demi pour faire le magasin. En 1 mois et demi, on a tout refait, tout arraché, tout peint. Les potes se sont mobilisés, on finissait à point d'heure, nous étions jeunes et fringants. Et tout de suite, dès qu'on a ouvert, ça a été le cas. Enfin, ça a démarré sur les chapeaux de roue. Il y avait déjà d'autres boutiques à Grenoble. Il y avait le Damier Courberia. Ok. En boutique de joueurs, on avait déjà, à mon avis, pris l'ascendant sur le damier. En tout cas, sur tout ce qui est jeu de figurines, sur tout ce qui est jeu de rôle, sur tout ce qui est Magic, là, il n'y avait pas photo, quoi. Très bien. On passe aux années 2000. Juste pour redire, dans les années 90, ce qui a été important aussi, c'est la création d'Asmodée, mais finalement va commencer à vraiment impacter l'univers de la vente de jeux de société, surtout à partir des années 2000. Pour dire 2 mots d'Asmodée, donc effectivement, son président, c'est Marc Nunes, que tu évoquais tout à l'heure, qui a sollicité à l'époque un fonds d'investissement pour se développer ensuite à l'international. Et les années 2000, c'est vraiment la décennie où Asmodée prend une envergure internationale. Et surtout, ce qui le fait décoller, en fait, c'est que Marc, il achète la licence Pokémon. Ah oui. Il a un Magic. Alors, ouais, mais ça aussi, il y a plusieurs interviews de lui, ils en parlent aussi dans la radio des jeux. Marc, il a, en guillemets, raté, enfin, il a trouvé Magic avant tout le monde, mais en fait, le contrat n'a pas été fait pour... voilà. Mais Marc, je me rappelle, il m'a appelé à l'époque, il me dit, ouais, bah Dom, là, je te dis, je viens d'acheter la licence Pokémon, visiblement pour assez cher et tout, et je lui dis, putain, mais t'es con, qu'est-ce que t'as fait, quoi? Je veux dire, parce que Pokémon, en C'était boutique, encore un commercial à cette époque-là il avait pris du grade déjà, mais bon, on se parlait comme ça. Et je lui dis, mais t'es complètement con. Pokémon, ça se vend plus chez nous en boutique parce que on faisait plus de volume. Il me dit, ouais, mais non, tu sais, le volume, il est peut-être en grande distribution. Enfin, il est en grande distribution et tout ça, machin et tout. Donc du coup, tu vois, je suis une finesse d'analyse absolument extraordinaire. Donc si vous avez des projets d'investissement, n'hésitez pas à me solliciter. Asmodée, je pense que ça va avoir un impact quand même sur les boutiques de jeux aussi. Alors déjà parce qu'ils se retrouvent au départ quand ils reprennent jeux des cartes avec des boutiques sur les bras, entre guillemets, dont ils savent pas trop quoi faire parce qu'ils ont les boutiques de Paris, Lyon, Bordeaux. Alors ils veulent se centrer sur l'activité d'édition et de distribution, effectivement, et donc ils ont des boutiques de jeux spécialisées qui vont assez vite chercher à revendre. À revendre à leurs salariés, enfin aux gens qui travaillent dedans. Et donc eux, par contre, vont quand même essayer de créer un modèle où la boutique de jeux spécialisée est pensée dans leur modèle. Alors ouais, moi c'est ce que j'appelle la méthode Marc Nunes, c'est-à-dire que Marc, il a considéré que les boutiques devaient jouer leur rôle, et le rôle des boutiques, c'était d'être un labo. Quand eux sortaient un jeu, si le jeu faisait du volume, au bout d'un moment, le jeu sortait des boutiques pour aller en grande distribution, et en contrepartie, les boutiques avaient tout le temps en quelque sorte des nouveautés à se mettre sous la dent, et quand on lançait un jeu et que ça faisait flop, ça faisait flop. Voilà. Donc c'était ce modèle-là qui était mis en avant par Marc et par la société Asmodée, et j'en ai discuté encore très récemment avec les gens qui s'occupent de ça chez Asmodée au Festival de Cannes, et c'est toujours dans l'ADN d'Asmodée. Ouais, toi tu avais ouvert ta boutique avant ça, mais est-ce que ça a favorisé des ouvertures de boutiques spécialisées, cette politique-là? Peut-être que ça a favorisé des ouvertures de boutiques parce que en quelque sorte le marché en guillemets était pas préservé en quelque sorte, mais les boutiques avaient leur rôle. Elles étaient pensées dans le système, quoi. Elles étaient pensées dans le système, ouais. Et à cette époque-là, donc, il y a des jeux qui sortent sous le nom Asmodée. C'était vraiment un éditeur. Et ça s'arrête ensuite, puisqu'après, ils ont des maisons d'édition qui, elles, font intermédiaire. Ouais, bah après, c'est les grosses boîtes, ils ont des studios, etc. Ils cloisonnent leur activité. Et puis, dans les années 2000, c'est pendant ce temps qu'une petite boutique nom de Philibert ouvre son site en ligne, philibert.net, Philibert.net. Pour se distinguer d'une entreprise de transport qui s'appelle Philibert, qu'on connaît nous dans la région. Donc ils avaient appelé ça Philibert.net en 2001. C'est le début de la vente en ligne des jeux de société. Avec le Minitel. Ouais. C'est aussi le début de site internet. C'est l'époque aussi où il faut commencer à être un petit peu sur internet, les années 2000, quand on a une boutique, ou pas encore? Alors oui, il faut être sur internet. Nous, on a pris très tôt le parti pris d'avoir le reflet de la boutique sur internet.
plus dans l'optique vitrine marchande. Comme beaucoup de choses, maintenant Internet, ça, on a tout de suite su et vu que ça allait rentrer dans la vie de tous les jours, quoi, je veux dire. Donc du coup, il fallait être présent sur Internet, oui. Est-ce que c'est une décennie où du coup le client demande moins des jeux en commande ? Ou c'était encore le cas ? Les gens encore commandent chez nous. Maintenant, les gens commandent encore, mais c'est devenu rare. D'accord. Dans les années 2000, il y a encore des gens qui viennent. Si tu n'as pas le jeu en stock, c'est pas grave, vous le commandez, j'irai le chercher. Ouais, c'est ça. Ok. Ça a diminué du coup plus tard. Oui. Maintenant, on continue à le faire, parce qu'il y a des gens qui on n'a pas le jeu, tu sors ton téléphone, tu l'as dans 2 jours, quoi. Oui. Donc voilà. Après, t'as des gens qui ne le font pas pour X raisons, parce qu'ils sont pas pressés, parce qu'ils aiment pas ça, etc. Parce qu'on aime bien commander au contraire. Ouais, mais vraiment, c'est clair. On a des clients fidèles qui sont pas à quelques jours près. C'est l'occasion de revenir à la boutique chez le dealer. Ouais, c'est ça. Mais du coup, je veux dire par là, est-ce que ça a changé un petit peu la technique de vente ? C'est-à-dire qu'avant, il y avait peut-être des jeux où tu avais plus de confort à dire s'il y a vraiment de la demande, les gens vont me le commander. En fait, surtout, ce qu'il faut voir, je pense, c'est qu'à l'époque, il y a beaucoup moins de choix et donc, du coup, c'est beaucoup plus facile de tout avoir. D'accord. Voilà, moi je le situerais comme ça. Ouais. Le truc qui va à peu près cartonner ou même le truc moyen, on va le prendre. Là maintenant, avec les volumes qu'il y a, c'est utopique de tout avoir. Et soit tu as un entrepôt perdu dans la pampa et tu fais de la VPC, tu as tout, peut-être. Et sachant que c'est bien beau de tout avoir, mais après il faut que ça se vende, c'est un autre problème. Là maintenant, aujourd'hui, si t'as pas le jeu en stock, il se vend pas. Alors que peut-être c'est encore une époque où si t'as pas le jeu en stock, tu vas quand même le vendre. Tu l'auras dans la semaine, voilà. Très bien, pour les années 2000, c'est à peu près ce qui a été le plus marquant. Toi, t'as un souvenir pour toi dans ces années-là ? Moi, le gros souvenir des années 2000, c'est ça coïncide un petit peu avec l'arrêt chez nous de Games Workshop, c'est l'arrivée du jeu Confrontation, qui est un jeu de figurines franco-français avec des figurines qui sont fabuleuses et un système d'escarmouche qui est vraiment pensé pour jouer avec très peu de figurines, donc petit budget, tu joues, tu t'éclates, les figurines sont belles à peindre. Donc moi c'est un très bon souvenir des années 2000 Confrontation. Et dans cette décennie-là, c'est encore la même répartition ou le jeu de société prend un peu plus que 2 mètres ? Le jeu de société bouge. Se rapproche de quoi, 30% plus 50 ? Je pense que ça monte doucement, ouais. Et à l'inverse, du coup, c'est au détriment de... Games Workshop, et puis après, à terme, Confrontation, l'issue, elle sera pas belle, quoi. Okay. Donc, la boîte coulera, le jeu s'arrêtera. Nous, on arrêtera notre rayon jeu de figurines. Et on se concentrera sur le jeu de société. Donc la fin du rayon jeu de figurines, c'est quelle année à peu près ? C'est fin des années 2000 ? Il faudra regarder à peu près à quelle époque Confrontation se termine. Au moment de la fin de Confrontation. C'est... Et Magic, un creux aussi ou pas pour les années 2000 non, il y a eu un creux pour moi, Magic. Il y a eu un creux dans les années 95, je dirais. Il y a eu un petit creux avec des séries qui étaient pas terribles. Là, il y avait Homeland, il y a eu 2-3 séries qui étaient pas terribles, pas très longtemps après la sortie. Et puis après, ça repart de plus belle. D'accord. On arrive ensuite à 2010. On se rapproche petit à petit du présent. Donc 2010, alors, ce qu'on peut noter... Ah tiens, dans les années 2000, il y a un truc important dans les années 2000 qui se passe. C'est le passage aux 35 heures. Ah oui, pour une boutique, on n'y a pas pensé, nous on n'est pas entrepreneurs. Et le passage aux 35 heures, avec mon associé, on a souvenir de l'avoir vu arriver et de s'être dit que c'était quand même pas mal. Ouais. D'accord. Vous n'allez pas tous mourir avec les 35 heures. Non, c'est que les gens, ils avaient du loisir, donc ils se sont mis à acheter des jeux. Ah, ok, je croyais que tu pensais plus côté salarié. Non. Ok, ça. Donc il y a eu un effet sur le jeu en lui-même. Dans le souvenir que j'ai, moi, c'est marquant. D'accord. Ça avait fait une marche sur notre... un petit boost de chiffre d'affaires, là. Tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé ? C'était 35 heures. Faut militer pour les 30 heures, alors. Non, mais c'est vrai qu'on va parler dans peu de temps du Covid, donc il y a eu un peu cet effet-là aussi. Ah là là. Mais du coup, 35 heures, c'est aussi un mini Covid, quoi. En fait, ça s'est plus inscrit dans la durée. Dans la durée, ouais. 2009, donc c'est la création d'un site qui s'appelle Kickstarter. Ouais. Qu'est-ce que c'est, Kickstarter ? Tu veux nous expliquer, Julien ? Allez, vas-y, Julien. On t'entend pas, là. Kickstarter, c'est un site de financement participatif. Des éditeurs présentent des jeux, les gens donnent des sous, et si on atteint le seuil de financement,
le jeu est produit, on reçoit le jeu. Et c'est des jeux, par contre, qu'on trouve pas forcément en boutique ou pas, ou... Au départ, c'est une plateforme qui est pas spécifique au jeu. Assez vite, le jeu de société prend une part importante dans le chiffre d'affaires de Kickstarter. Mais au départ, si toi tu veux lancer une gamme de pantoufles, tu peux lancer ta gamme de pantoufles et tu dis, moi, j'ai besoin d'au moins... c'est un peu de la précommande, mais avant même la conception du produit, tu dis, moi, je suis prêt à mettre 100 € pour votre projet, ou 50, ou différents niveaux d'engagement, et on te dit, selon l'argent que tu as mis, tu auras telle récompense, tel retour. Dans le jeu de société, souvent, c'est que les gens qui mettent de l'argent, c'est pour avoir le jeu à la fin. Surtout avec du matériel de fou dedans. Et avec du matériel de fou. Kickstarter permet d'éliminer le distributeur et d'éliminer la boutique, en fait. Donc, du coup, toute la marge, tout peut être consacré au produit. Donc, en règle générale, c'est des kilos de plastique. Tout à fait. Voilà. Et donc, ça a été assez rapidement un boom, une croissance assez vertigineuse. Ça colle aussi avec l'essor d'Internet. De la vente en ligne. Il y a double effet, entre guillemets, et vente en ligne et Kickstarter. Donc en France, on a des projets emblématiques comme le 7e continent ou Conan qui ont été franco-français. Au niveau des boutiques, comment vous voyez ça arriver ? Alors, moi, je vais prêcher pour ma paroisse. Moi, je m'en fous, en fait. Déjà en 2010. Ouais, il y a rien à faire, quoi. Je veux dire, la promesse, c'était, après, le jeu, il ira dans les boutiques. Mais le jeu, il va pas dans les boutiques, ou une minorité vont dans les boutiques. On cite toujours l'exemple de Zombicide. Oui, ok, bon, d'accord, Zombicide, il arrive dans les boutiques. On vend 6 pièces à l'année, et ils en ont vendu combien, eux, en direct ? Le message de départ, c'était ça, effectivement. C'était de dire, c'est pour lancer un auteur qui aurait jamais trouvé d'éditeur, ou d'éditeur qui aurait jamais trouvé de marché. Ça permet à des jeux qui ne seraient jamais faits d'arriver en boutique. C'était ça un peu l'argument au départ. Ouais, ça peut être un des arguments. Mais en fait, non, après, pour moi, c'est une plateforme commerciale comme une autre, un point, c'est tout. On te colle l'étiquette participative pour te faire croire que... Mais en fait, c'est un moyen de vente, pour moi. C'est de la précommande. Direct, oui, c'est de la précommande en quelque sorte. Et puis, ce qui est rassurant, c'est que l'éditeur, il sait quel volume de sous il va pouvoir... prendre quand il se cassera avec. C'est ça. Oui, parce que là... Parce qu'il y a eu quelques histoires comme ça, mais bon, c'est pour la blague que je dis ça. Non, mais c'est vrai que c'est des projets qui, assez rapidement, au départ, c'est aussi des fois une manière, comme tu dis, de faire des bonnes affaires, en tout cas. C'est plus du tout le cas, mais le rapport quantité-prix est souvent intéressant sur ces projets-là. Ça s'adresse à des joueurs clairement passionnés, qui veulent du gros matos, qui sont prêts à mettre... une centaine, voire plusieurs centaines d'euros sur un seul jeu. Oui. Est-ce que du coup, dans la même période, ça vide un peu les gros jeux de tes rayons ? C'est-à-dire que tu prends moins de jeux de plus de 100... Enfin, je sais pas s'il y avait des jeux de plus de 100 € à l'époque, je pense pas. Voilà, c'est ça. En fait, alors bon, pour que les choses soient claires, j'ai blagué tout à l'heure, Kickstarter a quand même permis de financer des trucs cool et il y a eu des histoires qui sont rigolotes, mais bon, bref, c'est pas le sujet. Non, mais puis il y avait aussi il y a eu des margoulins. Puis il y a eu des interviews, par exemple, Frédéric Henry à l'époque, quand on écoute ses interviews, lui aussi pense que limite ça va tuer les boutiques ou ça va remplacer les boutiques. Ouais, alors c'est un peu extrême, il en est revenu d'ailleurs. C'était un peu extrême. On n'a jamais vendu, nous, des jeux qui soient de cette hauteur de panier en magasin, quoi. Je veux dire, les jeux les plus chers qu'on ait vendus jusqu'à présent, ça avait été soit du Descente, soit des Zombicides qui sont aux alentours d'une centaine d'euros, sachant qu'il y a certains Kickstarter, il faut 150, 200, 300, etc. Donc ça n'a pas trop impacté, je dirais, le rayon des boutiques. Ça a impacté les joueurs, par contre, parce que si au départ, pour moi, Kickstarter, c'est quand même bien du gros jeu de figurines avec plein de matos, etc. Petit à petit, il y a des éditeurs de jeux de société qui se sont mis à produire des jeux de société par ce biais-là. Donc là, effectivement, leurs jeux n'arrivaient pas ou très peu en boutique. Nous, on a fait des expériences avec certaines sociétés qui vendaient leurs jeux et nous, on était boîte postale pour les clients qui venaient récupérer. Je n'ai pas ouvert un magasin pour faire relais de poste, donc je veux bien lancer le truc une fois ou deux pour donner un coup de pouce au départ, et puis quand ça devient récurrent, écoute garçon, tu te démerdes, quoi. T'as déjà des problèmes de place on a tous des problèmes de place. Alors après, ce qui est plus insidieux, pour moi, c'est la crise du gros jeu de société expert. Qui arrive un peu plus tard, fin des années 2010. Un peu plus tard, mais je pense qu'une des étincelles de la crise
peut-être est ici. En tout cas, on fera nous un épisode sur Kickstarter, les financements participatifs en général, parce que je pense que ça repose aussi sur des mécanismes psychologiques de vente qui sont différents. Durée limitée, le truc est disponible que pendant 19 jours ou 20 jours, donc ça joue sur d'autres mécanismes, et finalement, que l'achat en boutique et, comme tu dis, la création d'une nouvelle clientèle ou d'un nouveau marché. Comme ça n'a pas forcément empêché des clients de venir en boutique ou tu n'as pas ressenti de vente en moins dans les boutiques. Mais c'est vrai que... Alors, oui et non, parce qu'on a quand même des clients qui sont venus en disant j'ai fait le gros Kickstarter à 400 €, machin, etc. Ah ouais, d'accord, super, ok. Tiens, je vais te prendre ce jeu-là. Ça t'ennuie si t'en casses le chèque dans 2 mois ? Ah oui. L'argent qui est dépensé d'un côté, il n'est pas de l'autre. Donc j'ai acheté un jeu qui arrivera peut-être dans 2 ans, 400 €, et je viens chercher le jeu avec lequel je repars là sous le bras, mais il faut que je décale le paiement. Voilà, c'est un peu... c'est un peu... Mais en tout cas, finalement, ça n'a pas tant menacé la survie des boutiques, ou est-ce que tu as connaissance dans le milieu de boutiques ou de collègues qui ont dû vraiment fermer, ou tu dis, voilà, par exemple, Game Workshop, ça a mis un coup à certains. Là, Kickstarter, ça n'a pas forcément tant affecté les boutiques. Le marché du jeu, en guillemets, se porte même plutôt bien. Et puis après, effectivement, tu as eu le boost Covid, on va en reparler, mais non, le Kickstarter a rien tué du tout, si ce n'est potentiellement fait partie du problème des jeux experts. Oui, puis c'est un système, là, voilà, on en parlera justement après dans les années 2020, mais système qui arrive un peu à saturation et qui s'autodigère un peu tout seul aussi, donc ça n'a pas du tout mis en péril votre activité. Non. Ok. 2020, on n'en parle pas du coup ? Non, c'est dans l'actuel après. On va faire une petite pause là. Pardon, très bien. On va faire une petite pause pour clôturer cette partie sur l'histoire, parce que 2020, c'est pas encore de l'histoire. Okay. C'est le présent. On considère que c'est encore le présent, les années 2020, la décennie 2020. Ça marche. Vous venez d'écouter la première partie de l'émission Les Ludologues, émission hors série spéciale boutique de jeux. Rendez-vous dans le prochain épisode pour découvrir la suite de l'entretien avec Dominique Figuet de la boutique Les Contrées du Jeu à Grenoble. Amateurs de meeple, les ludologues, c'est des histoires de jeux sans orgueil. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le saviez-vous? Oh!